Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, lundi 13 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Après plusieurs reports, le procès des acteurs de la société civile nigérienne arrêtés dans le cadre des manifestations contre la loi de finances 2018 a eu finalement lieu ce lundi donc à la cour d'appel de Niamey. Nous, Mamadou Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et les autres étaient tous devant le juge. Le délibéré est prévu pour le 10 juin prochain. Nous rapporte Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Après avoir purgé leur peine, tandis que d'autres croupissent toujours en prison, les acteurs de la société civile, initiateurs des manifestations anti-loi de finances, ont interjeté appel suite au délibéré du procès rendu le 24 juillet dernier au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Ainsi, après 4 reports, le procès a pu avoir lieu ce lundi à la cour d'appel de Niamey, ce qui est d'ailleurs apprécié par les leaders du cadre. Nous avons fait appel parce que nous avons été victimes d'injustice et vous le savez, aujourd'hui encore il y a nos camarades qui sont encore détenus. Maître Larouana est encore en prison à Zender. Vous avez notre camarade Sadat Idia Damalang est encore aujourd'hui arrêté. Ça fait plus d'une année qu'il est en prison. C'est quelque chose d'éminemment grave. Et donc c'est pas parce que nous sommes libres que nous n'allons pas faire appel d'une décision qui est une décision totalement injuste. Une décision qui n'est pas vraiment fondée véritablement en droit de notre point de vue. Ce n'est pas de la justice qui a été rendue, c'est en fait un règlement de compte qui a été fait. Donc on fait appel et le résultat de l'appel montrera probablement que en fait, la justice n'a pas été véritablement rendue sur notre cas et qu'on était victime de l'arbitraire. Compte tenu des arguments développés au cours du procès qui a duré près d'une heure, la défense demeure optimiste quant au verdict qui sera rendu le 10 juin prochain. On a interjeté l'appel parce qu'on veut que le droit soit délibéré au 10 juin. Qu'est-ce qui manquait qu'est-ce que vous pouvez faire sortir comme exemple? Il faut attendre le 10 juin, s'il vous plaît. On croit à la justice, le droit sera dit. Voilà. Ces acteurs de la société civile restent déterminés à mener leur combat et c'est là, quelle que soit l'issue du verdict qui sera prononcé le 10 juin prochain. Rappelons que le représentant de la ville de Niamey a brillé par son absence à ce procès. Et puis cette brève du collectif des syndicats du secteur de la communication qui regroupe le Synfo, le Centra Presse et le SNAV qui menacent d'aller en grève de 48 heures. Une grève pour exiger le paiement sans délai des salaires du mois de mars et d'avril pour le personnel des médias publics, le rehaussement des subventions pour tous les organes publics, faute de quoi donc une grève d'avertissement de 48 heures avec service minimum sera observée sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 16 mai et vendredi 17 mai 2019. C'était là donc le préavis de grève du collectif des syndicats du secteur de la communication. Les femmes nigériennes célèbrent la 28e édition de la Journée nationale de la femme. Cette année, l'accent a été mis sur les femmes rurales. Ici à Niamey, les étudiantes de la Faculté des sciences de la santé, à travers la Commission des affaires féminines, ont organisé une conférence débat parrainée par Dr Zainabou Moussa Tondi, enseignante chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le point avec Kanafissa Zakou et Aboukar Souley. C'est dans le cadre de la célébration de la journée du 13 mai, journée nationale de la femme nigérienne, que la délégation générale des étudiants en faculté des sciences de la santé, à travers sa commission des affaires féminines, la CAF, organise cette conférence débat sur le thème le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est toute une première édition à la faculté des sciences de la santé. C'est cette année que l'initiative a été prise d'organiser ce genre de célébration. Étant donné que la commission des affaires féminines de la fac est également une nouvelle instauration à la faculté des sciences de la santé. Au menu, nous avons une conférence animée par Dr Dillé, qui est chirurgienne cancérologue, présidente également de l'association SOS Cancer Niger. Cette célébration durera toute la semaine, c'est du 13 au 17 mai en réalité. Il y a une collecte de dons
comme on a eu à le dire, à l'endroit des femmes nécessiteuses victimes de la fistule génitale. Donc nous avons prévu de faire une collecte de matériel et de médicaments pour eux. Et pour clôturer toutes nos activités, nous avons également prévu de faire une collation à la rupture du jeûne en fin de semaine, Inch'Allah. Les participants de leur côté se réjouissent de la tenue de cette conférence sur le cancer à la faculté des sciences de la santé. Nous remercions notre délégation générale d'avoir organisé une telle journée et c'est vraiment un honneur pour nous d'assister à une telle journée commémorant la femme nigérienne et surtout dans notre faculté, la faculté des sciences de la santé. Et à travers le thème qu'ils ont choisi, le cancer du col de l'utérus, vu son importance dans la mortalité et sa fréquence chez les femmes au Niger. C'est vraiment une très bonne initiative parce que le thème débattu, c'est un thème vraiment intéressant qui menace la vie de la femme aujourd'hui. Durant toute la journée, les étudiants seront édifiés par Dr Dile sur l'importance du cancer du sein et du col de l'utérus. La rubrique Ramadan aujourd'hui s'intéresse sur l'entretien de la bouche par les jeûneurs. On peut entretenir sa bouche par des cure-dents ou la pâte dentifrice. C'est ce qui nous explique ici Cheikh Ben Salah. En fait, ce que par rapport aux cure-dents, en principe, tant qu'il n'y a pas un goût assez prononcé lorsqu'on met dans la bouche, un goût acide, un goût amer par exemple. Et là également, il suffirait de le cracher, la miséricorde d'Allah est infinie, mais je pense bien qu'il y a des cure-dents qui sont appropriés. Et vous avez avec nos vendeuses des cure-dents, même pas forcément les cure-dents qui viennent de la Mecque. Le souhaitable c'était peut-être ça, mais pas forcément, tant que donc ce petit bâtonnet est reconnu dans une région donnée comme servant de cure-dent, et qu'il a des propriétés telles que ça n'a pas un goût qui peut déranger, qui peut exciter les papilles, etc. Ce n'est pas un problème. Mais le cure-dent le mieux indiqué, puisqu'il y a un mieux quelque part, c'est Oud al-Arak qui a été utilisé par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on a passé Oud al-Arak au laboratoire, eh bien, on s'est rendu compte que la sagesse d'Allah est infinie, que Oud al-Arak, c'est une pâte dentifrice, c'est une brosse à dents mue sa pâte dentifrice. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des oxalates de chaux, qu'il y a des sels minéraux, des chlorures, des sulfates, etc., comme pour la pâte dentifrice. Et au passage, j'aimerais signaler que utiliser une brosse à dents avec pâte dentifrice pendant les journées de Ramadan n'est pas interdit en islam, pour peu que l'on prenne soin de ne pas avaler ce qu'on a dans la bouche. Et en parlant de pâte dentifrice et de brosse à dents, j'aimerais au passage, pour votre information, vous dire que c'est en l'an 1800 qu'on a découvert la pâte dentifrice, la brosse à dents, et on a commencé à l'utiliser en Europe, 15 siècles après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'aimerais attirer l'attention de mes frères et sœurs en islam, de grâce. Ils n'ont pas besoin de verser de la salive à longueur de journée, au point d'incommoder ceux qui sont avec eux, au point parfois de retourner le cœur et de faire vomir certains. Ce n'est pas nécessaire. La salive, tant qu'elle vient de nous-mêmes, tant qu'on ne l'a pas, l'autre l'a fait enlever, l'autre l'a dans un verre du Alex, et le boire après, et la boire après, il n'y a pas de problème du tout. Tant que ça vient de nous, peu importe le nombre de litres qu'on va ravaler, ça ne fait pas rompre le jeûne. Mais il faut faire attention au crachat et aux expectorations qu'il faut nécessairement cracher. Mais la salive est telle qu'on le fait en tout cas. J'ai vu les gens parfois, eh bien, ils crachent la salive pratiquement, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, autour d'eux, ça indispose, ça met mal à l'aise. Alors que le musulman est celui-là, justement, dont les autres musulmans sont à l'abri des méfaits pouvant venir de sa langue ou de ses mains. Sa langue, c'est la parole, mais là, donc, de façon assez imagée, je trouve que la salive, encore une fois, on peut l'avaler, il n'y a pas de problème par rapport au jeûne. Voilà, tout est clair. Deux nouvelles centrales thermiques verront bientôt le jour au Niger, précisément à Niamey et à Zender. L'annonce a été faite la semaine dernière à travers la signature d'une convention entre l'État du Niger et la société Stmar West Africa.
Une décision diversement appréciée au Niger. Reportage Alessissé Ibrahim et Ibrahim Abdou. Alors que les Niamiens vivent le calvaire consécutif aux coupures intempestives d'électricité provenant en grande partie de l'incapacité de la centrale de Gorubanda d'assurer la fourniture en courant électrique, les Nigériens se retrouvent une fois de plus abasourdis par la décision du gouvernement de construire 2 nouvelles centrales thermiques, dont une de 23 MW à Zender et une autre de 53 MW à Niamey. Une décision qui n'enchante pas le grand nombre de citoyens au regard de l'échec que constitue Gorubanda. Parce que Gorubanda, c'est quand même un investissement entre guillemets très dangereux, en dehors de son inutilité, parce que tous les experts du domaine ont rejeté carrément l'histoire de Gorubanda, une technologie pratiquement dépassée qui coûte inutilement cher aux Nigériens et qui n'apporte pas un résultat concret. On aurait imaginé que le gouvernement puisse se rendre compte, tirer les conséquences déjà de la réalisation de Gorubanda pour donner carrément le dos à cette affaire de centrale thermique au Niger. L'investissement qui convient au Niger pour faire face à ce problème que nous avons, c'est d'exploiter notre environnement, le don que la nature nous fait du soleil. Et les experts du domaine quand même ont crié sur tous les toits, ont écrit, j'ai vu même une lettre ouverte adressée au président de la République par la personne la plus qualifiée dans ce pays-là pour attirer son attention sur l'impertinence du choix de Gorubanda. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on a affaire à des gens qui n'écoutent pas les citoyens, qui ne tirent pas les leçons de leur échec, qui sont hyper têtus et qui s'enfoncent même sur des voies qu'ils découvrent eux-mêmes que ça ne marche pas. Je pense que c'est une affaire très grave. En tout état de cause, les Nigériens sont fatigués de la dépendance énergétique dans laquelle patauge le pays. Plus que l'énergie solaire ou hydrique, n'est-il pas temps pour le Niger de s'engager résolument vers l'installation d'une centrale nucléaire? Un projet de loi portant création d'un office du baccalauréat au Niger a été décidé lors du dernier conseil des ministres. Comment les différents acteurs concernés apprécient cette trouvaille du gouvernement en matière de l'organisation du bac? Élément de réponse dans ce reportage signé Adam Soumana et Abokar Soleil. Diplôme sanctionnant la fin des études secondaires et donnant droit à celles supérieures, le baccalauréat dont l'organisation était longtemps placée sous la responsabilité de l'université Abdou Moumouni à travers le service national des examens du bac est en passe d'être sous la tutelle d'une nouvelle organisation. Cette dernière, dénommée Office du bac du Niger, est vivement appréciée par le SNEX, le syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. Je crois ici l'État même recoupe l'intention du SNEX, puisqu'il faut rappeler que le principe d'implication des autres universités est déjà en cours. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs étapes d'organisation du bac, parmi lesquelles nous avons obtenu la décentralisation, par exemple, des missions du bac, qui à l'époque c'était uniquement l'université Abdou Moumouni qui effectuait ces missions préparatoires du bac au niveau national. Le SNEX a proposé donc à l'administration rectorale de l'université d'impliquer les autres universités, ce qui fut fait. Ensuite aussi, le SNEX a demandé pour impliquer les autres universités dans l'organisation du bac la création des points focaux, ce qui fut fait depuis 2015. Mais aussi, le SNEX avait nourri à l'époque l'idée d'une académie en nous inspirant de ce qui se passe au Sénégal. Si la semaine passée, l'État dénomme le service actuel du bac, ne fait que recouper l'idée du SNEX. Tout en se gardant de parler des avantages de cette nouvelle organisation en charge du baccalauréat, le SNEX nous livre ses attentes. L'important ici, il ne s'agit pas de changer la dénomination. Ce qui est important, c'est de créer les conditions du fonctionnement de ce deuxième nom du service bac. Et ensuite, cette nouvelle dénomination doit être jalouse de la crédibilité du bac que l'université Abdou Moumouni organisateur a réussi à préserver. Moi, je pense que le seul avantage qu'on peut attendre de cette nouvelle dénomination, c'est la préservation de la crédibilité du bac nigérien. Gageons qu'avec l'Office du baccalauréat du Niger, le pays puisse renforcer davantage la crédibilité de ce sésame qui donne accès aux universités de par le monde.
Un mot du sport dans ce journal, et c'est pour parler de la Coupe de l'Union des Confédérations Ouest-Africaines UFOA féminine qui se tient en Côte d'Ivoire. Le Niger y participe. En 2 matchs, notre pays a encaissé 27 buts, 12 face aux Maliennes et 15 contre le Nigeria. Des scores fleuves qui ont suscité les réactions de ses citoyens. Les filles qui ont pu assister à cette compétition, elles ont fourni de l'effort parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas pu participer, mais du fait qu'on a vu les records que nous n'avons jamais vu dans l'histoire du football féminin, gagner avec 15-0 et 12-0 jusqu'à 27-0, c'est vraiment une défaillance. La question de cette défaite que le Niger a encaissé, je ne dis pas l'équipe féminine, parce que l'équipe féminine a fait de son mieux pour se qualifier et partir. Maintenant, c'est le Niger qui a failli. Quand je dis le Niger, c'est à travers les biais du ministre de la Jeunesse et des Sports et à travers encore le biais de la fédération nigérienne qui s'en charge du football féminin. Sinon, si les camarades filles ont eu le courage d'emboîter le pas aux joueurs hommes, elles se sont sacrifiées jusqu'à aller se déplacer sur un autre pays. Je me demande qu'est-ce qui va amener à ce que ces camarades n'arrivent pas à encaisser au moins un but, prendre une défaite de 12 buts à 0, 15 buts à 0. Je pense que les organisateurs, les responsables à charge de cette équipe devront revoir leurs copies, leur cahier de charges. Et aujourd'hui, moi je dis la honte, c'est le ministre en charge et que moi j'exige sa démission. Il doit démissionner dans des pays, dans des nations qui se respectent. Quand tel genre de situation se produisent, le responsable du haut niveau jusqu'au bas niveau, tous sont appelés à démissionner. C'est une honte nationale, c'est une déception. Mais avant tout, j'encourage les camarades, en tout cas les filles là, qui ont accepté d'aller représenter le pays, je les encourage. Elles ont accepté d'aller représenter le pays. Mais je décourage les dirigeants, en tout cas les acteurs, que ce soit politiques, que ce soit dans l'équipe technique, je les décourage. Parce que ça là, c'est une honte nationale. On ne peut pas comprendre, vous allez dans tout le pays, vous ne pouvez pas faire une sélection qu'il faut pour en tout cas représenter, donner une image à notre pays. Dans chaque chose, il faut qu'on dise que nous sommes derniers de toutes choses. C'est une honte nationale. Je pense que le ministre, moi, en tout cas, si c'était moi qui étais, si c'est moi qui suis nommé ministre, je vais signer ma démission. Parce que ça, là, j'ai trahi mon pays. Ce sont des choses qu'on ne peut pas cautionner. On doit, en tout cas, être, comme on le dit, politiquement conscient. Donc, on ne doit pas être dernier dans toutes choses. Et le football, là, je suis sûr et certain que si on fait une sélection qui mérite de son nom, même si nous n'allons pas gagner un match, nous n'allons pas perdre jusqu'à 10-0, 11-0, 12-0, et voire même 15-0. S'il vous plaît, je donne la défaite, en tout cas, la 15-0, je le dédie au ministre, ce n'est pas le Niger, c'est le ministre qui a lamentablement échoué. Voilà, c'était là donc les réactions de quelques citoyens suite aux défaites de l'équipe du Niger dames qui participe au tournoi UFOA en Côte d'Ivoire. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.